Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Place à la rencontre. Aujourd'hui, notre invitée est romancière et philosophe. Son dernier essai, Vivre sans une philosophie du manque, pointe à travers l'histoire des idées la manière dont le manque, parce qu'il est insupportable, a sans cesse été cerné, contrôlé, comblé et donc éjecté de nos vies. Et c'est vrai, que ce soit du point de vue des systèmes philosophiques, de l'organisation de nos sociétés ou de nos existences individuelles, rien ne doit jamais manquer. Car manquer, c'est forcément être dépossédé, dénué, c'est forcément faire face à l'angoisse, à l'injustice ou à l'insatisfaction stérile. On dit que la nature a horreur du vide, mais, et c'est toute la question posée par notre invité, et si le manque était inévitable et même nécessaire, et s'il fallait faire avec? Mazarine Pinjot, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les Midis de Culture. Merci. Mazarine Pinjot, dans votre essai, vous partez de ce mode du sang, le sans gluten, le sans sucre, le sans problème, le sans rides, et de ce paradoxe, loin de signifier la recherche d'une sobriété, d'un retour vers l'appropriation d'un manque, cette mode du sang persiste avec la recherche d'un monde plein, d'une existence parfaite et remplie. Comment vous expliquez ce paradoxe ? En effet, on a vu fleurir un peu sur toutes les affiches ou dans les publicités cette expression du sans, ou donc sans gluten, sans alcool, sans sucre, etc. Et je trouvais très singulier cette façon dont le marketing, qui est toujours en avance sur son temps, a réussi à transformer l'absence en valeur ajoutée, en valeur monétaire, puisque en général les produits sans coûtent plus cher, à juste titre, puisqu'ils sont produits différemment, etc., etc. Il ne s'agit pas de remettre en cause le fait de manger plus éthique. Il s'agit plutôt de pointer du doigt le fait que l'éthique, justement, est récupérée par le marché et devient une valeur marchande. Et donc, j'étais très interpellée par cette façon dont, de façon assez remarquable, la publicité avait et en général la société de marché avait récupéré le vide, le manque, pour en faire quelque chose de plein, en effet, de très concret. Et donc à partir de là, je me suis demandé, et j'ai essayé d'élargir un petit peu le champ pour me demander ce qu'il en était justement du manque, de ce vide, de ce qui fait qu'on se meut, qu'on poursuit des désirs, qu'on continue à avancer, et la façon dont il avait été traité dans et par la philosophie, par l'histoire des idées. Et il me semble que deux voies un petit peu se sont comme ça dessinées, l'une qui consiste à évacuer le manque, pour le dire de manière un peu caricaturale, et l'autre qui accepte de se coltiner le manque, enfin l'autre qui accepte de s'y confronter, qui est une voie plus difficile, et qui accepte de le laisser tel quel, de le laisser être manque, dans la mesure où ce manque qui est constitutif d'une certaine manière, qui est quasiment ontologique, participe finalement de la création, de la symbolique et de tout ce qui nous meut en réalité. On va revenir vraiment sur cette définition du manque, parce qu'il y a plusieurs synonymes. Il y a le néant, la néantisation, la négation, le vide. C'est pas complètement pareil, mais effectivement, Mazarine Pinjot, vous partez de ce paradoxe très actuel, mais votre essai, c'est pas un pamphlet contre l'actualité, contre l'air du temps, contre les idées et vraiment dans l'air du temps. C'est vraiment un essai de philosophie. Et pour qu'on entre vraiment dans le vif du sujet, je vous propose pas d'écouter la voix d'un philosophe, mais de partir d'un sketch du Palmachot. Un peu de gaieté à présent avec les magasins bio, un véritable phénomène qui a gagné la capitale depuis quelques années. Un reportage d'Adrien Lalève et Sébastien Stark. Betterave, topinambour et cucurbitacées, bienvenue chez Lucas et Corentin. Alors comment expliquez-vous cet engouement pour le bio? Ouais, non, c'est un tout petit peu moins fort. Ici, on ne veut pas agresser le produit, on évite tout type de pollution, notamment la pollution sonore. Bah ici, on est totalement éco-responsable, 100% naturel. Surtout pas de sac plastique. Oh, et les légumineuses Merde! Corentin, pollution sonore. Ah oui, les pommes-l'eau, zut. Alors moi, je ne comprends pas pourquoi les Français... Enfin, surtout les provinciaux. Ouais, les provinciaux s'obstinent à faire leurs courses dans les grandes surfaces, alors qu'ici, on trouve de tout. C'est frais, c'est bio pour la santé, c'est diversifié. Bien sûr, regardez, hygiène bucco-dentaire, savon végétal, tiens, regardez ce déodorant. Ah voilà, sans parabènes, sans aluminium, sans alcool, 100 €.
Voilà, le Palmacho, un sketch du 28 mars 2014, c'était déjà le début de la mode des sans, même avant, je pense, le sans gluten, sans rien, sans sucre, etc., sans alcool. Vous partez donc de ce paradoxe, Mazarine Pinjot, dans votre livre « Vivre sans, une philosophie du manque », et vous dites que donc ce manque, en fait, a été constitué en valeur positive, mais que de manière générale, toute l'histoire de la philosophie a tenté de combler ce manque. Alors vous l'avez dit, il y a deux voies. Il y a ceux qui tentent de faire avec ce manque, mais ils sont pas la majorité. Et puis donc, il y a quand même la plupart des systèmes philosophiques et donc de ce qui nous irrigue encore aujourd'hui en termes de pensée, qui ont tenté d'élaborer un système, un tout. Pourquoi, Mazarine Pinjot, on a peur du vide? Pourquoi on a besoin du tout? Déjà, c'est rassurant. C'est très rassurant. Et de ce point de vue-là, l'économie capitaliste a été extraordinairement intelligente. Elle rassure, elle apaise. Évidemment, transformer le manque d'être en manque d'avoir, c'est plus simple parce qu'on sait qu'on peut l'obtenir, le consommer, et ceci indéfiniment. Donc, il y a quelque part dans cette réponse quelque chose de très, de très rassurant qui vient un peu combler le divertissement pascalien. Alors ensuite, je dirais que il faudrait différencier les différentes des grandes étapes de la philosophie, puisque dans la pensée antique, la question du tout était première, c'est-à-dire qu'on considérait que le cosmos était fini, était plein, avait un sens qui lui était immanent, et de ce fait, au regard de ce cosmos, le manque, ce qui était dit infini, était perçu comme quelque chose de négatif. Et donc, on avait de cesse que de revenir à la plénitude, laquelle était à la fois d'un point de vue cosmologique, mais aussi politique et évidemment éthique, vue comme quelque chose qu'il fallait atteindre. Et donc, la perfection, c'était la complétude. Donc, ça s'inscrit dans un écosystème ou dans une vision cosmologique qui explique le fait que le manque était vu comme quelque chose de négatif, incarné par la figure de Calliclès chez Platon. Dites-nous qui est Calliclès, parce que c'est quand même un personnage qui est formidable. Il est génial, ouais. Et qui est très proche de nous. En fait, ce serait presque un frère de notre époque. Absolument. Calliclès, c'est un adversaire redoutable de Socrate, parce que ses arguments... Déjà pour ça, on peut l'admirer. Parce que Socrate, quand même, on a du mal à l'avoir. Il est très fort. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, il l'a eu. Enfin, il y a un moment où il dit à Socrate, mais en fait, très bien, tu as peut-être raison, mais si on se fiche de ce que tu dis ne porte pas. C'est-à-dire qu'il est quasiment déjà dans la post-vérité en disant, très bien, peut-être que tes arguments sont indépassables, mais si on ne les écoute pas, ça ne marchera pas. Et donc, non, c'est un adversaire extraordinaire. Et donc, Calliclès, c'est pour lui les tonneaux percés. Il est pour que le désir renaisse incessamment de ses cendres. Il est pour ne surtout pas le combler. Il est pour le mouvement dans la vie, pour cette idée que ce qui est vivant, précisément, c'est ça. C'est le désir qui ne doit jamais être comblé, parce que être comblé, c'est ressembler à une pierre, c'est-à-dire c'est être mort, quoi. Et donc, il a des images magnifiques qui en effet, mettent en difficulté Socrate. Et de ce point de vue-là, ça reste un peu un grand héros de la philosophie, mais il n'empêche qu'il s'inscrit quand même dans un monde dont les coordonnées ne sont pas les mêmes que celles d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle l'ataraxie, en gros, chez les anciens, demeure un idéal de vie, c'est-à-dire justement essayer de renoncer à des désirs excessifs qui nous mèneraient trop loin. La tempérance et la Exactement. sobriété heureuse, par exemple, de Pierre Rabhi. Mais donc, Calliclès, c'est vraiment la figure, donc, à l'opposé de l'ataraxie, de la pléonexie. C'est-à-dire qu'en fait, le manque n'est qu'un moteur qui nous fait tendre sans cesse vers de nouveaux plaisirs qui seront éternellement insatisfaits, alors que l'ataraxie, elle, vise à éradiquer le manque, c'est-à-dire vraiment à le contrôler, à l'éradiquer. Il y aura des désirs nécessaires et naturels, des désirs naturels mais non nécessaires, comme la sexualité, par exemple. Mais dans les deux cas, on oublie quand même l'importance qu'a le manque. Ça reste quand même une sorte de figure repoussoire, et ça, même Calliclès, qu'on adore, ne fait du manque qu'un moteur pour aller vers quelque chose d'autre, pour être rempli et pas pour en jouir tel quel. Ah oui, bien sûr, puisque le manque appelle toujours à être rempli. C'est extrêmement difficile d'arriver à le maintenir tel quel. On a de cesse d'essayer de le transformer. Et la question, c'est comment on le transforme. Est-ce qu'on le transforme en opérant ce glissement de l'être à l'avoir, ce que fait Calliclès d'une certaine manière. Est-ce qu'on le transforme en le symbolisant? Et au fond, nous sommes des êtres de langage, et donc le manque qui est premier, le manque qui est inhérent, ne serait-ce qu'au nourrisson, qui a besoin d'un autre, qui est nécessairement dépendant de la main nourricière, de la mère. Ce nourrisson va
devoir combler un manque qui est d'abord peut-être un manque physique, mais qui est toujours plus dans la demande du nourrisson, il y a toujours plus que le demande de la satisfaction du besoin, eh bien, il va transformer ce manque en symbolique. Donc, le manque, à travers le langage, à travers la création du sens, la création de la culture, d'une certaine manière, la culture, c'est le résultat d'une symbolisation du manque premier. Et donc, le fait de garder le manque en tant que manque et de l'interroger dans ce qu'il raconte de notre dimension d'être fini, permet justement, éventuellement, de le dépasser à travers de la production symbolique, culturelle, créée, etc. Mais c'est pas du tout la même réponse que celle que propose, encore une fois, l'économie capitaliste, qui, d'une certaine manière, est beaucoup plus efficace que celle de l'artiste qui accepte de se régénérer à son manque premier, mais qui accepte aussi de ce fait de souffrir. Mais ça n'a pas non plus été la réponse d'autres propositions philosophiques, parce qu'on a parlé de l'Antiquité, Mazarine Parjot, mais vous parlez aussi de la modernité. Vous retracez. Alors vous dites que vous ne retracez pas une histoire de la philosophie. Néanmoins, vous retracez quand même des grandes figures de la philosophie à travers cette conception du tout et du manque, de la partie et du tout. Et vous montrez qu'à la modernité, alors qu'on découvre que l'univers est infini, que l'homme est perdu dans cet univers et que de fait, quelque chose va nous échapper, quelque chose va nous manquer, eh bien l'homme quand même va constituer un autre tout, c'est le tout politique. Alors là, c'est Hobbes, par exemple, c'est les théories du contrat, où on va faire un pacte social tous ensemble et donc on va combler la finitude, à la fin, le manque du sujet par le tout de la politique. Ce qui veut dire que même au moment où on a quand même l'idée d'une infinie, de quelque chose qui nous manque, d'un manque constitutif, on pourrait parler de Pascal quand même, le divertissement de Pascal, si on le comble, c'est parce que justement on a peur de ce manque constitutif. On pourrait se dire que là, il pourrait y avoir une brèche pour penser le manque. Or, ça ne se passe pas. Est-ce que ça se passe pas du tout ? Ça se passe quand même. Ça se passe, mais il y a d'emblée une réponse alternative. C'est-à-dire que, en effet, la grande question de la modernité, enfin, il y en a plusieurs et elles peuvent se décliner sur différents modes, mais pour moi, d'une certaine manière, celle qui m'intéresse, la grande question de la modernité, ça va être la relation entre le fini et l'infini. L'homme se sachant fini va découvrir un infini positif, c'est-à-dire pas un indéfini, on ajoute plus un, mais un infini incommensurable. Et la question va être de savoir comment négocier cette relation entre le fini et l'infini. Alors ça va effectivement se répercuter dans tous les domaines, politiques, économiques, etc., etc. Par exemple, dans le domaine économique, la question va être résolue notamment par, et aussi d'ailleurs dans le domaine politique et historique, par ce qu'on appelle la dialectique, c'est-à-dire cette idée que du fini peut éventuellement naître l'infini, ou que la négation va permettre d'être dépassée au profit de quelque chose de positif. Enfin, et puis les individus et leurs intérêts privés vont être dépassés au profit d'un intérêt collectif et d'une vertu publique, etc., etc. C'est-à-dire vraiment, on a de l'agencement des atomes va naître quelque chose qui est de l'ordre d'un sens de l'histoire, d'un enrichissement pour les nations, etc., etc. Donc là, on a une sorte de schème dialectique qui fait de la négation un moteur, quelque chose qui est intégralement pris dans une dynamique qui serait la dynamique du tout. D'une certaine manière, l'histoire chez Hegel, c'est une sorte de grand tout qui est dynamique. Donc en effet, on a des réponses qui se constituent et qui sont les réponses qui vont du côté de la totalité. Spinoza, Hegel, d'une certaine manière, si on veut font des dire systèmes, rapidement. Tout est connaissable chez Spinoza. En tout cas, on part du tout, donc Voilà. il ne peut pas y avoir de faille, puisque c'est le point de départ. Et puis, il y a quand même des penseurs qui introduisent quelque chose qui est de l'ordre de la faille, de la béance. À mon sens, Descartes, justement à travers la modélisation de l'idée d'infini en moi, cette idée que quelque chose me dépasse, que je connais, enfin je sais que c'est là, mais je ne peux pas le penser. C'est-à-dire que tout à coup, ça met en échec la capacité de ma pensée. Donc ma pensée est certes toute puissante à partir de Descartes, mais elle se sait néanmoins finie. Donc on a à la fois le sujet souverain chez Descartes, mais qui d'emblée sait qu'il est dépendant de quelque chose de plus grand que lui, à savoir, ça s'appelle Dieu, encore dans le système cartésien, mais voilà. Oui, pour nous, on ne pourrait pas le nommer Dieu, cet infini. Non, on ne pourrait pas le nommer Dieu, mais on pourrait tout à fait garder la structure qui fait que la raison n'est pas toute puissante. Elle est infodée à quelque chose qu'elle ne peut pas comprendre. Et donc, il y a cette structure de finitude. Il y a je ne peux pas tout connaître, je ne peux pas tout savoir, et je ne peux pas accéder au tout parce que, structurellement, je suis fait d'une faille ontologique.
On peut le retrouver aussi chez Kant, chez qui liberté et savoir ne sont pas synthétisables. En fait, ce sont les grands penseurs de la non-synthèse, d'une certaine manière, qui acceptent que les choses ne soient pas synthétisables et qu'il demeure une béance. On peut le retrouver évidemment chez Lévinas, qui... Donc là, beaucoup plus contemporain, Emmanuel Lévinas. Voilà, grand penseur de cette relation entre le fini et l'infini. Mais alors, avant qu'on arrive à cette époque plus contemporaine, on va aussi reparler de Sartre, Mazarine Pinjot, parce que c'est un auteur important pour vous. J'ai l'impression que Descartes et Sartre sont peut-être les auteurs qui vous ont guidé, en tout cas dans ce travail, qui vous permettent de penser cette béance. Mais quand même, j'aimerais qu'on définisse en fait ce manque, parce que le manque en tant que tel, voilà, le vide, la négation, l'anéantisation, comme on l'entend chez Sartre, tout ça, c'est des concepts assez différents. Et quand on parle, par exemple, de quelqu'un qui est sans papier, sans abri, c'est pas le même champ lexical de parler du sans gluten, du sans sucre et du sans alcool. Il y a un manque qui fait fondamentalement peur, qu'on veut fondamentalement rejeter, et il y en a un autre qui est du côté de l'avoir, et il y a un autre manque du côté de l'être, qui est une forme de béance, mais laquelle alors? Voilà, on va revenir sur ces deux dimensions. Alors, je suis partie au départ du manque et de ces expressions sans, donc j'ai essayé de regarder justement les expressions courantes, et donc évidemment, il y a aussi celle de sans-abri, sans logement, etc., là, qui rentre dans un champ de réflexion politique et sociale complètement différent de celui que j'ai voulu mener, mais auquel je fais un sort pour d'une certaine manière le mettre de côté et sans doute y retravailler plus tard. Mais la question ici, même si c'est lié en réalité, mais donc j'ai pas travaillé cette articulation-là. Cette béance, je dirais que alors c'est difficile de la définir en peu de mots. Surtout que c'est une absence, donc exactement. Voilà, c'est-à-dire que justement, c'est difficile de la définir. On ne peut la définir qu'en creux d'une certaine manière parce que c'est quelque chose dont je dirais métaphoriquement que ça vient trouer l'être. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'autre, quelque chose qui est d'un autre ordre que l'être. Comment on pourrait l'incarner, par exemple? Je donne un exemple parce que pour rendre les choses un peu plus compréhensibles, des choses que chez Kant, par exemple, on appellerait la dignité. Bon, la dignité, ça fait pas partie de la nature, ça fait pas partie de l'être. La liberté, par exemple, c'est quelque chose qu'on va évidemment jamais rencontrer, puisque si on le rencontre et qu'on le connaît, ça n'est plus de l'ordre de la liberté. Donc, c'est des choses auxquelles on assigne un vocabulaire, d'ailleurs assez chargé. Donc, c'est très difficile d'en parler, parce que c'est souvent un vocabulaire soit qui est sédimenté par le vocabulaire religieux, soit sédimenté par des influences très métaphysiques. Mais c'est justement quelque chose dont on ne peut pas parler parce que ça n'est pas récupérable par la connaissance. Ça n'est pas récupérable par la pensée. C'est donc quelque chose qui justement fait obstacle à une totale prise de l'homme sur les choses. Et il me semble que cette dimension qui fait obstacle à une souveraineté totale et à une maîtrise totale de l'homme sur les choses permettrait justement de réinterroger une structure métaphysique, alors là c'est très métaphysique, à l'intérieur de laquelle on pourrait penser un monde alternatif. Parce que cette béance fait que ce qui nous met en échec d'une certaine manière, ce qui fait que l'homme n'est pas un souverain, y compris par l'ambition de tout connaître, y compris par son voilà, que ce soit dans l'univers, dans la connaissance, dans sa vie, voilà, l'homme n'est pas souverain, c'est ça. L'homme n'est pas souverain tout en étant un être extraordinaire qui a réussi à développer la science, qui elle-même est extraordinaire, etc. Il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la pensée, mais qui n'est pas non plus de l'ordre du monde, c'est-à-dire qui n'est pas de l'ordre de la pensée, ça pourrait être de l'ordre du sensible, ça pourrait être d'autres ordres. Là, c'est qui est d'un autre ordre que l'être. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. Mais c'est vrai qu'on tourne un petit peu autour, parce que par exemple, vous parliez de Descartes, l'idée d'infini dont il parle, on a du mal à comprendre ce que c'est déjà l'infini, puisque vous dites que c'est l'incommensurable. Lui parle de Dieu. Alors, il parle de Dieu parce que c'est le mot qu'on donne à l'infini au XVIIe siècle. Mais aujourd'hui, on pourrait dire infini quoi positif, pour un mathématicien, ça fait sens aussi. Quelque chose. L'infini, il n'est pas pensable par définition. Mais aujourd'hui, on pourrait le dire comment? On pourrait le dire comment? Est-ce que on tourne autour aussi de quelque chose qui est de l'ordre de, par exemple, de l'angoisse, quelque chose tout à coup, on est assailli par quelque chose de l'ordre du vide. Où tout s'écroule, c'est la nausée par exemple de Jean-Paul Sartre. Est-ce que ce serait ça, ou est-ce que là vous parlez quand même de quelque chose, d'une sorte de réalité qui nous excède,
qu'on ne peut pas penser, qu'on ne peut pas connaître, ou est-ce que vous parlez de quelque chose en nous qui est de l'ordre de la peur de la mort, de l'angoisse, etc. Je ne parle pas de quelque chose qui nous excède parce que précisément je ne peux pas en parler puisque je n'en sais rien. Ce dont je parle, c'est de cette faille qui fait que je ne me rejoindrai jamais complètement. Alors, on peut le dire à travers une autre image, qui n'est pas qu'une image, qui est, par exemple, le surgissement de la conscience. Le surgissement de la conscience, là, toujours dans un schéma un peu cartésien, arrive toujours à un moment donné. Il n'est pas premier chronologiquement, il arrive au cours de la vie, pour X ou X raisons, soit parce que j'ai décidé de douter de tout, soit parce qu'il m'est arrivé un accident et que tout à coup, j'accède à cette conscience des choses. Elle est première et elle est seconde, la conscience. Elle est première dans le sens où, à partir du moment où je prends conscience des choses, les choses m'apparaissent, alors qu'elles ne m'apparaissaient pas auparavant. Et pourtant, elle est seconde parce qu'elle arrive à un moment de ma vie. La question, c'est comment je fais pour réconcilier ce que j'étais avant de prendre conscience et la conscience que je suis. Ce sont deux ordres qui sont irréconciliables. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette structure d'irréconciliabilité. J'y arriverai pas, et je ne sais pas si ça existe. Voilà, cette dimension irréconciliable. Voilà, cette dimension irréconciliable qui est pour moi la dimension du tragique. C'est-à-dire qu'on est dans une époque où on n'arrive plus à penser le tragique parce que la négation est toujours récupérée au profit, soit d'une dialectique, soit d'un moteur, soit d'un différentiel. Mais la question du négatif au sens où ça n'est pas réconciliable, il y a du tragique. Je ne me rejoindrai jamais moi-même parce que je n'ai pas moi, parce que ce dont je viens, eh bien, je ne pourrai jamais le récupérer, et ce que je suis, ça n'est pas non plus ce dont je viens. Je ne suis pas juste le fruit de mes parents, je suis autre chose, mais en même temps, je suis un autre principe, mais ce principe, en même temps, il a quelque chose à voir avec ce dont je viens. Donc, toutes ces structures d'irréconciliables, pour moi, sont la structure du manque. Et ce manque, il est, encore une fois, ontologique, au sens où il est structurel dans notre rapport au monde et dans ce qui nous fait être humains, en réalité. Nous pensons que l'homme n'est jamais impuissant que lorsqu'il est persuadé qu'il l'est. Ah, alors là, c'est vraiment l'impuissance, parce qu'il ne fait plus rien, parce qu'il attend du dehors et que les choses arrivent en dehors de lui. Mais même dans les situations les plus écrasantes, l'existentialiste pense que l'homme est libre. Mais surtout, n'est-ce pas, nous pensons que la responsabilité de l'homme est terrifiante parce que l'homme devient exactement ce qu'il décide d'être. Si par exemple, nous décidons que la liberté n'existe pas, que la pensée est inefficace, que nous sommes impuissants, que la seule loi, c'est par moments la violence et, la plupart du temps, la soumission résignée, alors nous ferons arriver ce que nous avons décidé. Et pendant des siècles peut-être, l'homme ne sera plus que cela, rien que cela, et il ne méritera pas d'être davantage. Si au contraire, fût-ce une poignée d'hommes, continuent à affirmer que notre destin est entre nos mains, même si demain il doit se produire une catastrophe, pourvu que ces hommes ne lâchent pas prise, l'idée reste. Elle pourrait être reprise par d'autres. Il est donc là, chose promis, chose due, Jean-Paul Sartre, Mazarine Pinjot, Les temps modernes. Nous étions le 3 novembre 1947. Sartre dans cette archive, Mazarine Pinjot, et vous en parlez dans votre livre. D'ailleurs, c'est un des seuls philosophes qui a parlé du néant, de la néantisation à l'époque contemporaine. Et dans cette archive, il semble dire qu'il reste quand même de la responsabilité aux hommes, c'est-à-dire que malgré le fait qu'ils soient nauséeux, je fais référence à la nausée qui justement nous fait tout voir dégoulinant et troué justement par ce manque, les hommes peuvent décider quand même de ce qu'ils ont à faire dans la vie. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ce manque? Qu'est-ce qu'on peut faire de ce manque? C'est-à-dire le préserver, le prendre en compte dans un monde, vous l'avez dit, où en fait on est formaté pour combler ces manques, soit d'un point de vue économique, politique. On pourrait revenir aussi sur le virtuel dont vous parlez, le rêve d'un monde plein, sans faille, la montée des populismes et le fanatisme, où là vraiment c'est le rêve du tout qui nous gouverne. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, déjà, il y a quelque chose que je trouve très intéressant dans l'archive, c'est qu'il dit c'est notre responsabilité, non pas juste au sens de la responsabilité, parce que nous sommes condamnés à être libres, etc., au sens où, en fait, c'est performatif. C'est-à-dire qu'il faut le décider. Et à partir du moment où on le décide, ça fait exister quelque chose au monde qui n'y était pas. Et c'est ça aussi le manque d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on introduit du manque dans le plein.
C'est ça que ça raconte. Donc décider, c'est introduire du manque dans le plan. Oui. Comment? Alors, ensuite, pour répondre à votre question, qui est plus difficile, on va dire, puisque je n'ai pas de programme politique ni métaphysique, mais quand même, c'est aussi une manière d'être attentif, déjà, vigilant à soi-même, ne pas donner, et c'est à mon avis ce à quoi nous sommes conviés en général, à savoir donner des réponses le plus rapidement possible pour ne surtout pas réinterroger la question. Il me semble que pour réinterroger et réactiver ce manque, qui est un manque fertile, pas justement, on parle pas du manque qui nous empêche de vivre, mais qui serait un manque fertile, eh bien, il faut réapprendre à poser des questions. Donc la philosophie, en fait. C'est ça. Donc votre travail. Oui, mais enfin, la philosophie, sans être obligé nécessairement de rentrer dans un travail disciplinaire, de lire tous les textes, etc. Juste la pensée critique, c'est-à-dire interroger la question avant d'apporter une réponse. Les réponses, aujourd'hui, elles sont formatées parce qu'elles sont, d'une certaine manière, déjà en creux dans les réponses. Donc, elles sont pas nouvelles. Elles viennent pas apporter quelque chose de radicalement neuf. Elle n'ouvre pas une brèche dans le temps, si on veut utiliser une expression d'Hannah Arendt. La réponse, si elle est conforme à la question, n'est pas vraiment une réponse. Ce qu'il faut réinterroger, c'est la façon dont on pose des questions. Et aujourd'hui, par exemple, politiquement, les questions, la façon dont elles sont posées, ne nous enjoignent pas vraiment, effectivement, à réinvestir le manque. Ce ne sont pas des vraies questions. Ce ne sont pas des vraies questions. Les vraies questions, elles viendraient réinterroger la structure de notre monde politique, réinterroger radicalement ce que c'est que le capitalisme. Peut-être pour finir par dire, finalement, il n'y a pas d'autre manière, une meilleure manière, j'en sais rien, mais au moins se poser la question. On manque d'un travail critique, selon vous. On manque évidemment d'un travail critique. Et le seul lieu où il y a eu un vrai travail critique, que serait par exemple la déconstruction, est récupéré à travers une dogmatisation de l'esprit critique. Alors, ce que Kant disait très justement dans la préface de sa première critique, à savoir qu'en fait toute l'histoire de la pensée a toujours oscillé entre le scepticisme et le dogmatisme. On est mais au cœur de la crise philosophique aujourd'hui, c'est-à-dire que soit on est dans un scepticisme total avec les fake news, avec la post-vérité, avec les alternative facts de la conseillère en communication de Donald Trump, enfin avec Trump lui-même d'ailleurs. Et puis de l'autre côté, on est dans un dogmatisme total également, avec en effet le retour du fondamentalisme, les croyances, la croyance pure et dure dans la science. Enfin, moi, je suis pour évidemment que le progrès dans la science, enfin une réflexion sur la science. Non, mais vous critiquez par exemple le transhumanisme. Mais en revanche, le transhumanisme, le néopositivisme, le scientisme, et puis toutes les autres formes de dogmatisme qui souvent prennent les figures d'un identitarisme. Et là aussi, c'est du plein. L'identité, c'est quoi sinon du plein qui vient combler les failles, les ambivalences, la pluralité. Mais si je vous suis, Mazarine Pinjot, le manque, comment on pourrait proposer une organisation politique, même des systèmes philosophiques, à partir du manque? C'est-à-dire que d'un point de vue même de la construction, c'est combler du manque, c'est avoir des fondations. Bien sûr, mais par exemple, la démocratie, c'est à proprement parler, lorsqu'elle fonctionne bien, c'est à proprement parler le régime politique du manque, puisqu'il s'institue sur une non-fondation, puisque le lieu du pouvoir doit demeurer vide, en quelque sorte, et que des locataires peuvent l'occuper, mais jamais se l'approprier. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre du manque, qui vient réinitialiser en permanence la démocratie, qui peut donc s'instituer dans la conflictualité, la pluralité, le dialogue, la discussion, le débat, etc. Précisément parce que la démocratie acte qu'il n'y a pas un savoir qui transcenderait le politique et auquel devrait s'adosser le politique. Donc la démocratie, par excellence, c'est le régime fondé sur le manque. Vous abordez aussi la question des philosophes actuels. Alors, peut-être qu'il faudrait revenir un tout petit peu en amont parce que vous avez une charge incroyable contre Nietzsche, puis contre Deleuze, et avant ça contre Spinoza, parce qu'il y a toute une filiation Spinoza, Nietzsche, Deleuze. Oui. On va pas rentrer contre cette filiation, parce que moi, pour moi, Spinoza et Nietzsche font partie quand même de mon panthéon personnel. Ouais. Mais je pense qu'ils ont été interprétés dans un sens qui
qui ne leur rend pas toujours justice. C'est-à-dire qu'en fait, selon vous, ils ont en fait, en cela, c'est assez agréable de se dire qu'on est des héritiers quand même de leur pensée. C'est-à-dire qu'ils ont créé un monde de l'immanent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'au-delà, il n'y a pas d'au-dessus, il n'y a pas d'absolu, rien n'est infini, rien ne manque. On est tous dans un tout, c'est l'immanence même. Sauf que dans un tel monde, pour créer des valeurs, c'est extrêmement difficile puisque les valeurs ne se créent que dans un jeu de concurrence. Rien n'est là pour nous permettre d'évaluer ce qui est une bonne ou une mauvaise valeur, une bonne ou une mauvaise action, le bien ou le mal. Est-ce que, voilà, vous voulez revenir? Je dis revenir parce qu'on a l'impression que c'est une organisation plutôt passéiste à un système de valeurs transcendant où on nous dirait ce qui est bien et ce qui est mal. Non, puisque justement, pour moi, le manque, enfin ce qui ferait échec à cette totalité, ce qui viendrait creuser, trouer cette totalité, n'est précisément pas convertible en un système de valeurs, puisque des systèmes de valeurs, c'est immanent. C'est une fausse transcendance. C'est pas parce que ça n'est pas mondain, enfin relevant du monde, c'est pas parce que c'est perçu dans un autre monde que c'est pas immanent. Dès lors qu'on peut décrire quelque chose, le définir, c'est que c'est en quelque sorte immanent. Et donc la transcendance dont je parle, c'est pas du tout une transcendance religieuse ou un système qui consisterait à aller convoquer d'autres dimensions, des arrière-mondes, etc. Non, c'est justement quelque chose qui n'est pas de l'ordre du monde. Des arrière-mondes, c'est encore du monde. C'est d'autres mondes, y compris un système religieux, en tout cas lu dans sa littéralité. Pour moi, c'est quelque chose qui relève de l'immanence au sens où je l'entends. Ce qui trouve l'immanence, ça n'est pas récupérable dans un récit ou dans une description quelconque. Donc, ce que j'entends par transcendance, c'est en fait ce que Lévinas essaye de montrer lorsqu'il lit justement la troisième méditation de Descartes, à savoir cette relation de la non-relation. Je suis en relation avec un autre ordre, mais ce n'est pas une relation non plus, puisque je ne peux justement pas ni le décrire, ni le connaître, ni y accéder, puisque c'est d'un autre ordre. Si c'était d'un ordre qui serait compréhensible, ça serait donc pas d'un autre ordre. Donc si c'est d'un autre ordre, eh bien je ne peux rien en dire. Sinon que ça fait échec à la totalité, et c'est de cet échec de la totalité que il me semble, peut se régénérer la critique, la démocratie, vous l'avez dit aussi. Voilà. Est-ce que ça peut régénérer aussi le désir ? Oui. Parce que le désir est fondé sur le manque, désir, justement. mais là aussi, il y a deux sortes de désirs. Il y a le désir d'avoir et le désir d'être. Et donc, ça régénère le désir métaphysique. On pourrait en trouver, alors au sens de Lévinas, on pourrait en trouver des exemples ou des incarnations, par exemple, dans le sentiment amoureux. Peut-être que c'est celui qui figure le plus ou la manière la plus sensible, enfin où on peut arriver à modéliser, à comprendre ce dont je parle, à savoir ce désir métaphysique, c'est-à-dire au-delà juste du désir de possession qui existe aussi d'ailleurs dans le désir amoureux, au-delà du donjuanisme qui consiste au désir de posséder et donc forcément qui est incessant, enfin qui renaît toujours de ses cendres et qui est de la consommation amoureuse. Enfin, d'ailleurs pas très amoureuse, mais de la consommation, on va dire. À côté de ça, il y a le désir amoureux au sens où il n'est jamais comblé. Et c'est d'ailleurs parce qu'il n'est pas comblé, il n'est pas comblé au sens où il se nourrit de ce manque. Mais être nourri de ce manque ne veut pas dire qu'on va passer à autre chose. Et que cette insatisfaction n'est pas productrice justement de l'amour qui se régénère précisément de cette insatisfaction, non pas pour donner lieu à une consommation autre part, mais justement pour être vécu comme ça. Et donc, on peut, il y a des choses qui sont de l'ordre effectivement d'une forme d'inquiétude et qui sont pourtant nourrissantes. L'amour, c'est toujours un peu inquiet. S'il n'était pas un peu inquiet, ça serait de l'ordre de la possession. Mais l'existence d'ailleurs, non, c'est inquiétant. Et de vivre, c'est inquiétant. Bien sûr. Bien sûr que c'est inquiétant. Et c'est peut-être dans cette inquiétude qu'on produit des choses. Ce livre, Vivre sans une philosophie du manque, Mazarine Pinjot, vous pensez qu'il peut être lu par qui? Je ne dis pas quelle est votre cible d'un point de vue éditorial et marketing, mais est-ce que vous voulez
pas non seulement dénoncer quelque chose de l'ordre du marketing ou de l'ordre du temps, mais vous dire, est-ce que moi j'ai une responsabilité? Est-ce qu'avec ce livre, je peux faire passer une idée sur quand même cette satisfaction à vouloir trouver des consolations en se nourrissant tout le temps de produits étiquetés sans, ou alors d'idéologie, de fondamentalisme, de croyances? Bien sûr que j'aurais ce désir-là. Après, je sais bien qu'aujourd'hui, un livre de philosophie, c'est pas ce qui se lit le plus facilement. Mais bien sûr qu'il y a le désir de proposer quelque chose d'un peu alternatif et de proposer aussi une lecture critique de notre époque qui ouvre éventuellement la voie à de nouvelles recherches à l'intérieur d'un nouveau paradigme. En fait, je pense qu'il faut qu'on change de paradigme et que certaines propositions politiques, y compris certaines propositions écologiques qui sont pourtant nécessaires, en s'inscrivant encore dans ce schéma, ne sont pas à même de nous sortir en réalité du plein et du rapport à l'avoir. Et donc je pense qu'il faut se déplacer et changer de paradigme pour renouveler de fond en comble, y compris une pensée politique radicale. Merci beaucoup Mazarine Pinjot. De vous, on peut donc lire Vivre sans une philosophie du manque. C'est aux éditions Flammarion dans l'excellente collection Climat. Et j'en profite aussi pour annoncer ce spectacle. Je suis Gréco, un texte écrit par vous et Léonie Pinjot, mise en scène Léonie Pinjot elle-même. C'est à découvrir du 31 janvier au 10 février au Théâtre du Rond-Point. Mazarine Pinjot, nous terminons chaque émission en musique. Vous avez le choix entre 2 chansons et le choix se fait ce midi entre avec ou sans. Waouh. Bon, sans. Sans toi, maman, il y a dans ma vie un grand vide, car tu as emporté mes plus belles années. Sans toi, maman, sur mon front, j'ai depuis bien des rides. Quand mes yeux ont pleuré, quand mon cœur a saigné. Et toi qui de tout ton être m'aimais plus que tout peut-être, toi tu m'as fait connaître soudain le plus grand des chagrins. Sylvia Clément, sans toi maman, un grand merci encore à vous Mazarine Pinjot et un grand merci à l'équipe des Midi de Culture qui sont préparés tous les jours par Aïssatou Endoy, Anaïs Sisbert, Cyril Marchand, Zora Vignet, Laura Dutèche-Pérez et Manon Delacelle. Réalisation Nicolas Berger, prise de son d'Alia. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, à la page des Midi de Culture et sur l'application Radio France. Merci Nicolas, à demain. À demain Géraldine.